Bonjour, chers étudiants. Je fais cette communication à l'endroit des étudiants du Master 2 qui préparent actuellement leur mémoire de recherche. Je le fais parce que depuis le début de la semaine, j'ai pris beaucoup de temps à lire les travaux que vos directeurs respectifs m'ont communiqués. Et je crois qu'il y a quelques problèmes que vous devrez régler et prendre en compte pour que ces travaux ne posent pas des problèmes. Je l'ai dit dans une précédente vidéo que compte tenu du contexte, on devrait, et je reprécise puisqu'il y en a qui m'ont posé la question, les étudiants qui devraient aller sur le terrain, par exemple ceux qui ont des sujets qui portent sur le droit humanitaire, les camps humanitaires qui doivent aller sur le terrain, ils ne peuvent pas le faire dans ce contexte. Nous n'allons pas les pénaliser, donc c'est pour ça que nous disons que vous avez travaillé, vous avez des données, même si vous n'avez pas des données de terrain. Je rappelle que vous êtes juriste, donc vous pouvez travailler sur la documentation et à défaut de nous présenter votre travail de façon complète maintenant, puisque nous fixons les délais, il faut que plus tard, début juin, on aura terminé avec tout ça. Vous pouvez soumettre un document qui comprend l'introduction complète, le plan détaillé, quand je dis détaillé, vraiment détaillé, la bibliographie également détaillée et bien classée. Et vous soutiendrez sur cette base-là. Il vous sera donc accordé un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer l'exemplaire définitif en intégrant éventuellement le développement si vous avez la possibilité d'aller sur le terrain. Sinon, on se contentera de vous évaluer sur l'approche que vous avez exposée dans votre travail, la connaissance que vous avez de votre bibliographie, des sources sur lesquelles vous pouvez travailler, et on discutera avec vous sur votre plan. Parce que ce sont des éléments suffisants qui nous permettent de porter une évaluation sur votre travail. Alors, je précise que cela ne concerne que les gens qui n'ont pas totalement terminé leur mémoire. Ceux qui ont terminé leur mémoire, si le mémoire est complet, vous déposez votre mémoire. Vous envoyez à l'adresse du master, vous envoyez déjà, même maintenant, vous envoyez votre mémoire. N'attendez pas la fin. Comme je vous l'ai dit, si vous envoyez votre mémoire maintenant, on peut vous faire les dernières observations et éventuellement programmer déjà votre soutenance. Donc je précise qu'il ne s'agit pas de faire des soutenances de projets de mémoire, non. On n'est plus à la soutenance des projets de mémoire, c'est fini. Nous passons à la soutenance de mémoire. Il s'avère que certains étudiants n'ont pas pu récolter toutes les données de terrain. Nous autoriserons la soutenance sur la base de l'introduction, mais il ne s'agit pas d'un brouillon, il s'agit de l'introduction terminée avec toutes les articulations, le plan détaillé, la bibliographie détaillée. Et le jury vous posera donc, discutera avec vous sur ce que vous avez exposé dans cette introduction, notamment la revue de littérature, l'intérêt de votre sujet, la problématique, l'hypothèse, et on verra comment le plan détaillé décline sur le plan architectural cette hypothèse. Et le jury discutera également avec vous de la bibliographie. Qu'en savez-vous de votre bibliographie? Les sources que vous mettez dans votre bibliographie, les avez-vous consultées, etc. Donc voilà comment se passera. Je précise. Mais celui qui a déjà son mémoire terminé, il n'a pas besoin de faire un projet. Donc ce n'est pas une soutenance de projet. Je vais être clair là-dessus. Alors, ça c'est une précision qui valait la peine puisqu'il y en a qui m'ont posé des questions en voulant savoir s'ils allaient maintenant faire encore un projet pour non. Si vous avez un mémoire, envoyez dès à présent votre mémoire. Envoyez vos travaux, n'attendez pas les dates limites. Vous pouvez envoyer vos travaux derrière. En ce qui concerne donc l'évaluation que je fais des premiers travaux que j'ai eu à lire, je parle spécialement des mémoires du Master 2. Alors, et ceci peut aussi intéresser ceux du Master 1 qui
pourraient aussi en tirer profit. Je commence la première observation. Toutes les introductions que j'ai eu à lire sont toutes, sans exception, anormalement longues, excessivement peu pertinentes, parce que l'on ne comprend pas, en vous lisant d'emblée dans l'introduction, vous voulez expliquer le monde. Ce n'est pas ça. Vous avez un sujet, restez sur votre sujet. Ces introductions ne doivent pas dépasser 10 pages. 10 pages, c'est le maximum. Il faut savoir que le mémoire ne doit pas dépasser 70 pages. L'introduction représente 1/10 au maximum de votre mémoire. Donc, en principe, c'est 7 pages au maximum. Et je l'ai indiqué qu'on tolère jusqu'à 10 pages. Mais j'ai des introductions de 15 pages. Si vous avez des introductions de 15 pages, qu'est-ce que vous allez mettre dans les développements? C'est excessif. À l'entame de votre introduction, entre là où vous avez écrit introduction et là où vous mettez premier point de contexte, parfois on trouve 2 pages. À quoi servent ces 2 pages? À cet endroit, on l'appelle un chapeau. Il s'agit de nous écrire sur un petit paragraphe de quoi allez-vous parler dans votre introduction. Ce n'est pas de faire un contexte. Presque vous présentez déjà un contexte et puis après, vous mettez encore un contexte. C'est superflu. C'est pour ça que c'est trop long. Donc, ramenez toutes vos introductions, maximum tolérable, c'est 10 pages. Une introduction qui aurait 12, 13 pages sera rejetée, y compris donc tout le mémoire. Parce que c'est une règle que vous connaissez depuis. Deuxième problème, la longueur des mémoires. Vous connaissez la règle. Le mémoire, c'est entre 60 et 70 pages. Bibliographie incluse. Parce que nous voulons arrêter avec des travaux qui sont très longs et où on ne voit pas la densité de l'argumentation juridique. C'est une simple compilation des juxtapositions, des choses piquées sur Internet. Ça fatigue les lecteurs. Et avec les années, beaucoup d'enseignants, beaucoup de lecteurs se plaignent de la qualité de ces travaux. Vous avez un sujet, traitez-le de façon méthodique, allez droit au but. Il n'est pas nécessaire de nous ramener toute la terre dans votre mémoire. Donc le mémoire ne doit pas dépasser 70 pages. On enlève les annexes, mais bibliographie incluse, ça ne doit pas dépasser 70 pages. Faites très attention, je vois des mémoires de 90 pages, ça ne passera pas, ça sera rejeté. Et vous perdrez une année. Vous perdrez une année. Parce que tous les étudiants doivent être évalués sur les mêmes bases. Il n'est pas normal que certaines se restreignent à faire 70 pages et que d'autres se lancent facilement dans des discours dithyrambiques sur 60, 80, 90, c'est-à-dire même 100 pages. Ça sera rejeté. Donc, prenez le temps de raccourcir votre travail. Allez à l'essentiel. Faites-nous une démonstration juridique sur 70 pages et c'est largement suffisant pour le niveau du master. Vous aurez le temps, en doctorat, si demain vous faites une thèse, vous aurez le temps de faire 300, 350 pages. Mais pas au niveau du master, ça ne tient pas. Autre problème que j'ai constaté en lisant les travaux, le pillage sur Internet. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors, il est vrai qu'on est dans le confinement, on est dans la situation où on ne peut pas, bon, les bibliothèques sont fermées, il ne reste que le net. Oui, mais le net, c'est comme une bibliothèque. C'est une bibliothèque numérique, le net. Donc, si vous prenez quelque chose sur Internet et que vous intégrez dans votre travail, il faut citer, donner la référence. Il n'y a pas de dire, parce que c'est pas parce que ce n'est pas un ouvrage papier que vous croyez que ça vous appartient. Non, donnez la référence. Dans beaucoup de travaux, je vois qu'on pille allègrement des documents sur Internet. On ne cite même pas. Et on ne voit même pas le document pillé, même dans la bibliographie, ça ne figure pas.
je puis vous assurer que nous avons un logiciel anti-pillage. Lorsque vous allez déposer votre mémoire en version Word, il passera dans le logiciel anti-pillage. Et on se rendra compte du pillage que vous avez fait et votre mémoire sera rejetée. Donc, avant d'arriver à cette situation dramatique, évitons la casse dès maintenant. Vous prenez les choses sur Internet, vous lisez actuellement, c'est, disons, la seule bibliothèque accessible. C'est une bonne chose. Prenez la peine de citer, d'indiquer, y compris dans la bibliographie, ce que vous avez pris. C'est assez clair comme cela. Ensuite, un autre problème que j'ai constaté dans les plans. La plupart des plans sont déséquilibrés. Qu'est-ce que je constate? Tu vois, souvent, il y a des premières parties où on parle de cadre juridique. Et puis, c'est dans la deuxième partie qu'on commence vraiment à s'attaquer au sujet. La première partie, vous parlez de cadre juridique. Alors, ça dépend. Il y en a qui appellent ça cadre juridique. Il y en a qui appellent, je ne sais pas quoi. Bref, c'est en fait, vous faites simplement une description de l'état du droit sur la question. Ce n'est pas ça l'argumentation aujourd'hui. Vous décrivez, et c'est pareil, hein, le cadre international, le cadre interne, etc. C'est une simple description superflue. Vous avez une question dans votre problématique. Votre hypothèse doit répondre à cette question aussi claire que possible. Assurez-vous que dans votre hypothèse répond à la question de recherche que vous avez posée dans votre problématique. Les deux doivent être articulés. Si l'hypothèse ne répond pas à la question posée dans la problématique, c'est que votre hypothèse est incohérente. Il faut la réécrire, l'améliorer. Ensuite, votre plan ne tombe pas du ciel. Votre plan est le reflet de la réponse posée dans l'hypothèse. Votre plan traduit l'idée que vous entendez développer. Donc, ne mettez pas une première partie, simplement une description des règles, règles internationales, règles régionales. Non, ça n'a aucun sens. Répondez à partir du chapitre 1, vous attaquez le développement de votre mémoire. Et on doit voir l'argumentation. À partir de là. Donc les descriptions normatives, institutionnelles n'ont aucun intérêt. Ces descriptions doivent être intégrées dans votre argumentation. Donc il faut faire attention sur cela. La plupart des plans, vous reprenez les mêmes plans, cadre juridique et puis opérationnalisation ou bien perspective. Donc ça ne marche pas. Donc faites attention à cela. Le mémoire ne consiste pas à décrire des règles. Le développement de votre mémoire est une argumentation. Vous avez posé une hypothèse, vous avez réalisé une recherche et vous développez. Donc, dès le premier chapitre, on doit voir le développement. Et non pas attendre la deuxième partie. Sinon, le mémoire est déséquilibré. On a l'impression qu'on peut enlever la première partie et ça n'aura aucun effet sur votre développement qui se trouve dans la deuxième partie. Donc, faites attention. Ensuite, dans les plans détaillés, vos titres doivent être courts et parlants. Parce que chaque titre, lorsqu'on voit le titre, on doit savoir de quoi l'étudiant va parler. Donc, faites attention à vos titres. Évitez les jargons inutiles. Soyez simple, bref et court dans vos titres. C'est très important. Un autre souci, c'est au niveau de la revue de littérature. Je l'ai indiqué dans une précédente vidéo que les auteurs que vous convoquez dans la revue de littérature, ce n'est pas pour faire des citations. La revue de littérature ou l'état de l'art, on veut que vous puissiez nous exposer l'état de la question scientifique que vous allez traiter. Puisqu'avant vous, cette question a certainement été abordée de façon directe ou indirecte par d'autres juristes. Et je rappelle ici qu'il s'agit d'exposer non pas des citations
ou des titres d'ouvrage, il s'agit de donner les points de vue juridiques qui précèdent votre recherche sur la question. Vous devez nous situer intellectuellement où est-ce qu'on en est juridiquement avec le problème que vous entendez traiter. Pour chaque auteur, vous devrez toujours préciser ce que cet auteur, quel est son point de vue. Qu'est-ce que ce point de vue apporte à votre travail? Et comment vous situez par rapport à cet auteur? Donc on doit le voir clairement dans la revue de littérature. La revue de littérature, ce n'est pas des notes de bibliographie. Vous prenez, parfois il y en a qui mettent des noms, ils soulignent, et puis ils mettent le titre de l'ouvrage. Non, c'est pas ça. Prenez les mémoires qui ont été soutenues. Demandez à votre directeur, qui vous envoie d'ailleurs son propre mémoire à la limite, pour que vous voyez ce qui a été fait. La revue de littérature, c'est l'état de l'art. Vous devez nous situer, avant qu'on vous lise vous, on veut savoir où en est-on avec cette question sur le plan juridique. Donc il ne s'agit pas d'exprimer simplement des citations ou des points de vue, il s'agit de nous préciser l'état de la doctrine juridique sur la question. Je dis la doctrine juridique sur la question. Où est-ce qu'on en est? C'est de ça que vous devez vous situer. Pour qu'on comprenne après ce que vous entendez apporter de plus par rapport à tout ce qui a été écrit, dit sur ces questions-là. Oui. Donc il faut être assez méticuleux sur ça. C'est très important. Pas la peine de citer 6 auteurs, ce n'est pas nécessaire. Vous avez les développements, vous pouvez ramener vos auteurs dans vos développements, vous êtes libre. Mais là, on veut juste savoir quel est l'état de la question, l'état scientifique de la question, avant de comprendre vos développements à vous. Parce que sans quoi, on aura l'impression que votre travail tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est comme si aucun débat juridique n'a déjà eu lieu sur ce sujet, où il n'y a pas d'écrit, voilà. Donc, on ne veut pas des mémoires ex nihilo. Il faut donc partir de quelque chose pour nous montrer que vous apportez quelque chose de nouveau, une approche nouvelle, des idées nouvelles par rapport au débat qui existe sur ce sujet. C'est ça la revue de littérature. Donc rappelez-vous qu'il s'agit d'exposer non pas des simples opinions, mais des points de vue juridiques sur votre sujet. Et non, ce n'est pas une compilation de citations. Donc soyez précis sur ce point. Enfin, je terminerai sur ce qui vient avant la revue de littérature. D'abord, le contexte. En une page, vous pouvez préciser votre contexte. Il n'est pas nécessaire de faire contexte politique, contexte économique, contexte juridique, contexte... Non, ce n'est pas nécessaire. C'est superflu et surabondant. Vous pouvez, en un paragraphe, 2 paragraphes, nous indiquer le contexte, l'actualité de votre sujet, le contexte de votre sujet. Point. La clarification des concepts. On ne vous demande pas de vous transformer en Larousse. Soyez bref. Dites-nous le sens juridique des termes que l'on retrouve dans votre sujet. C'est tout. C'est pas... Vous mettez 2 pages à définir. Mais ça rend votre introduction anormalement longue. Donc soyez bref, donnez-nous le sens juridique des termes, des concepts qui sont dans votre sujet, pour qu'on comprenne clairement où est-ce que vous voulez nous amener. De quoi parlez-vous concrètement? Utilisez les dictionnaires appropriés, le lexique des termes juridiques, le vocabulaire juridique. Il y a des dictionnaires qui sont appropriés juridiques. Alors, la difficulté actuelle, c'est d'aller à la bibliothèque. Mais si ce n'est pas possible, même si vous utilisez le Larousse, mais soyez précis. Donc, clarifiez au concret. Lorsque vous parlez de la délimitation du sujet, la délimitation temporelle, la délimitation temporelle doit être justifiée. Pourquoi vous choisissez de 1990 à 2020? Pourquoi 1990? Qu'est-ce qui justifie 1990? Oui. Donc, dites-nous, c'est peut-être l'adoption d'une convention internationale, c'est peut-être l'entrée en vigueur d'une convention, je n'en sais rien, mais justifiez. Mais en le justifiant, soyez bref. Soyez bref. La délimitation spatiale, le territoire de votre étude.
Vous n'avez pas besoin de décrire le Cameroun. Non, ce n'est pas nécessaire. Si vous nous dites que votre sujet porte sur le Cameroun, ok. Au besoin, vous mettez une note de bas de page si vous voulez nous renvoyer à la description géographique du lieu, tout ça. Mais vous n'êtes pas géographe, donc ça ne sert à rien de nous faire des descriptions avec des kilomètres. Ce n'est pas nécessaire. C'est superflu. Quant à la délimitation matérielle, c'est-à-dire, soyez précis là-dessus, quelles sont les matières que vous avez choisies? Si c'est le droit international des droits de l'homme, si c'est le droit pénal, c'est toi préciser et pourquoi vous avez choisi. Et quand vous prenez le droit international des droits de l'homme, c'est vaste. Est-ce que c'est tout le droit international des droits de l'homme? Est-ce que peut-être c'est lié à une convention que vous voulez exploiter? Peut-être à 2-3 textes, je n'en sais rien. Voilà, précisez, mais quand vous dites vous allez recourir au droit civil, donc tout le droit civil. Quelle partie du droit civil qui nous intéresse par rapport à votre sujet? Il s'agit de quoi? Des successions, de la famille, des actes ou des faits juridiques. Bref, précisez de quoi il s'agit. Oui. Ça doit être précis. Et la délimitation matérielle doit être en accord avec l'intérêt scientifique. Parce qu'une fois que vous avez fait ce choix dans la délimitation matérielle, l'on doit voir dans l'intérêt. Alors, il faut nous montrer, si vous avez choisi par exemple le droit international des droits de l'homme, dans votre intérêt scientifique, on devra voir votre travail. Qu'est-ce qu'il apporte au droit international des droits de l'homme? C'est ça l'intérêt scientifique. Qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il apporte une nouvelle approche, une nouvelle idée? Qu'est-ce qu'il apporte? L'intérêt scientifique. Qu'est-ce qu'il apporte au droit pénal? Qu'est-ce qu'il apporte à la procédure pénale? Bref, tout ce que vous avez choisi, il faut justifier l'intérêt. En ce qui concerne enfin l'intérêt pratique, je vais être bref. Évitez d'être ambitieux ou anormalement... vous êtes parfois ennuyeux parce que vous faites un mémoire. Si vous avez beaucoup de chance, il y a une dizaine de personnes qui liront votre mémoire. Oui. Si vous avez beaucoup de chance, il y a une dizaine de personnes. N'écrivez pas dans votre mémoire, vous voulez sauver ceci, vous faites ça pour aider le monde. Non, arrêtez avec ça. Soyez bref, donnez l'intérêt pratique. Ça peut peut-être servir quelque chose, soyez concret. Vous êtes en master 2, donc soyez concret. Oui. Et faites-le de façon simple, humble et avec le souci de la clarté. Le souci de la clarté. N'allez pas imaginer que votre travail sera l'alpha et l'oméga du tel. Non, c'est pas ça. Soyez modeste. Apprenez à être modeste. Apprenez à vous restreindre dans les développements que vous faites. Le juriste n'a pas besoin de tout étaler sur la place publique au motif qu'il veut convaincre. Non. Il suffit de sélectionner les arguments les plus pertinents et les plus convaincants. Les autres, vous pouvez laisser. Comme ça, votre travail tiendra dans les 70 pages qui sont proposées. Rappelez-vous que le maximum, c'est 70 pages ou 30 000 mots. Pas plus. N'imaginez pas qu'il vous sera accordé une dérogation ou bien, bon, comme vous avez fait seulement 80 pages. Non, c'est dit 70 pages, c'est 70 pages. Tenez-vous en ça. Parce que nous voulons évaluer tous les étudiants sur les mêmes bases. Sur les mêmes bases. J'espère que cette vidéo vous apporte un peu plus d'éléments pour que vos travaux avancent. Je vous encourage vivement à envoyer vos travaux auprès de vos directeurs respectifs pour que vos directeurs continuent à me communiquer ces travaux et que j'échange avec eux pour que nous puissions finaliser vos travaux et vous accompagner de façon organisée et efficace. Parce que lorsque vous donnez vos travaux à la dernière minute, votre directeur, il n'a pas que ça à faire. Et il a d'autres travaux. Parfois, il a ses propres recherches. Donc, et vous n'êtes pas le seul étudiant qui l'encadre. Alors, vous venez l'encombrer avec votre travail à la dernière minute. Mais si vous êtes 4-5, vous croyez s'il reste une journée, vous croyez qu'il va lire les 5 mémoires en une nuit? Ce n'est pas possible. Et la règle
Le règlement du master dit que votre directeur doit recevoir le mémoire au plus tard 7 jours avant la date limite. 7 jours avant la date. Donc s'il reçoit ça, après, il est capable de refuser votre travail. Il est libre de le refuser. Donc, je vous conseille de commencer à donner vos travaux et n'hésitez pas à me mettre votre travail en copie. Alors, il ne s'agit pas de me mettre tous vos détails en copie. Je dis, si vous pensez que votre document est prêt pour que je puisse le consulter, vous me le mettez en copie. Mais si c'est les 3 pages de brouillon, tout ça, je n'ai pas besoin de lire. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à lire. Voilà. Donc, chers étudiants, je voulais être direct avec vous pour que vous compreniez que nous sommes animés par le souci de votre réussite, le souci de l'excellence de réussite. Nous espérons que vous-même, vous donnerez le meilleur de vous pour que malgré les contraintes du moment, nous comprenons ces contraintes, nous comprenons la difficulté dans laquelle vous vous trouvez en ce qui concerne la collecte de données, la fréquentation des bibliothèques, etc. L'université étant fermée actuellement. Mais tout de même, nous pensons que ce n'est pas maintenant que vous avez, puisque cette recherche, vous êtes censé l'avoir commencé depuis plus d'1 an, depuis le Master 1. Donc, je vous encourage tous à un peu plus d'ardeur, un peu plus d'effort, et je reste à votre écoute, je reste disponible autant que le bon Dieu nous le permet pour répondre à vos questions, à vos sollicitations. Et enfin, pour terminer, soyez prudents, respectez les gestes barrières, lavez-vous les mains, évitez des contacts inutiles, évitez de sortir de chez vous si ce n'est pas nécessaire, parce que la situation de la pandémie n'est pas terminée. Voilà. Donc soyez conscients de cela. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire.